Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 6 mai 2017. Une édition que nous débutons avec la pensée quotidienne depuis quelques jours à notre confrère du groupe de presse Bonferré, Baba Alpha Maman, détenu, comme vous le savez, à la prison civile de Niamey pour un présumé faux et usage de faux. Il a passé donc un peu plus d'un mois avec son papa. Ils sont donc au niveau de la prison civile de Niamey, puisque la troisième personne qui est interpellée dans le cadre de cette même affaire, M. Omar Sidi, a lui été libéré. Tiens bon Baba, nous sommes de cœur avec toi. Et puis sachez que vous pourrez suivre à la fin de cette édition en partie magazine donc le point de presse animé hier par 3 syndicats du secteur des finances, à savoir le SNAF, le SNAT et le SINATEF, relativement à un mouvement, un bras de fer qu'ils ont engagé depuis quelque temps avec le ministre en charge de l'économie et des finances relativement à la répartition des indemnités, notamment les 06 au niveau du ministère des Finances. Vous suivrez donc en partie magazine le point de presse qu'ils ont animé hier. Une autre actualité que vous pourrez suivre cette fois-ci le lundi prochain, c'est l'émission Face à l'actualité, une émission initiée depuis quelques temps, en tout cas depuis 2 mois, par la rédaction du groupe de presse Labari, émission intitulée donc Face à l'actualité et qui traite des questions d'actualité avec les différents acteurs de la vie sociopolitique et économique de notre pays. L'invité donc de cette émission Face à l'actualité du lundi prochain, ce sera à partir de 21h, et M. Maman Moumouni Hamissou. Il est le président du Parti pour la justice et le développement, le PJD Akika. Avec lui, il a été question donc de questions d'actualité politique, économique et sociale. Je propose de suivre un avant-goût de cet entretien qu'il nous a accordé avant de le retrouver donc lundi prochain à 21h dans l'émission Face à l'actualité. Dans l'extrait qui va suivre, il se prononce sur l'attitude de l'opposition de façon générale, l'opposition nigérienne, mais surtout de son chef de file, M. Hamamadou, qui vit depuis, comme vous le savez, le mois de mars 2016 en France. Ce qui est assez déplorable, c'est vraiment le comportement de chef de file de l'opposition. On ne peut pas être chef de file de l'opposition et être à l'extérieur. Il est en convalescence. S'il vous plaît, arrêtez ce cinéma-là. Il est en convalescence, on n'a pas empêché d'aller organiser un colloque à Abidjan. Rassembler ses militants à Abidjan. On l'a vu parler là-bas. Quand on est chef de file de l'opposition, la politique, quand on la fait, on s'engage dans tous les sens. Vous êtes appelé à être arrêté. Vous êtes appelé à être même tué. Un homme politique ne doit pas avoir peur. Vous estimez qu'il a peur? Je ne sais pas. Mais je trouve son attitude peu recommandable. Il doit rentrer, ça suffit comme ça. Même si se va l'égorger, il doit rentrer. Assumer sa fonction de chef de l'opposition. En ce moment-là, il peut prétendre diriger l'opposition. Mais vous ne pouvez pas être à l'extérieur. Vous laissez vos partisans mener le combat à votre place. Au nom de quoi? Il y a eu des grands combats, des grands combattants. Des gens que leur vie a été menacée, mais ils sont restés. Vous croyez que si Mandela a fui, l'Afrique du Sud allait être libre? Vous croyez que les Camerounais, s'ils ont fui, ils allaient avoir la liberté? Je n'ai pas peur de ce qui est au pouvoir. Je décide aujourd'hui, sinon aujourd'hui on va le quitter. Et on va faire le combat. Ça, c'est ça. Voilà, c'était donc un extrait de l'émission Face à l'actualité, une émission que vous allez donc pouvoir suivre lundi prochain à partir de 21h sur la télévision Labari. Point de presse ce matin, des organisations de la société civile nigérienne qui ont décidé, comme vous le savez déjà, de porter plainte contre X devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey avec constitution de partie civile relativement à l'affaire dite Uranium Gate. Ils ont animé donc ce matin un point de presse relativement au compte bancaire que les dites organisations ont ouvert au niveau de la banque Ecobank Niger pour recueillir les contributions des citoyens en vue de constituer les 20 millions de francs CFA demandés par le doyen des juges d'instruction pour pouvoir ouvrir cette information judiciaire. Ils ont animé ce point de presse pour porter à la connaissance de l'opinion de la fermeture par la banque Ecobank Niger de ce compte pour des motifs que vous allez donc suivre dans ce résumé du point de presse avec nos reporters Chebou Guisso et Asmaou Seydou.
Le compte Justice Niger Ecobank, ouvert par le collectif des organisations de la société civile pour la mobilisation des 20 millions de francs CFA de caution requis aux signataires de la plainte contre X dans l'affaire des 200 milliards, a été fermé. Une décision qui suscite cette réaction du collectif. La banque, dans son courrier, a évoqué la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. S'il vous plaît, dans ce pays, on va dire que les organisations de la société civile peuvent être coupables de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, sachant où sont les terroristes, sachant où sont les blanchisseurs d'argent. Mais nous savions bien que ce compte ayant tourné et fonctionné, la banque ne peut pas gratuitement, parce qu'elle a accédé à la demande d'ouverture du compte. Un compte qui est fonctionnel, ça veut dire qu'elle est ouverte. Mais la banque a oublié quelque chose. Elle nous répond sur notre demande d'ouverture du compte, auquel elle a déjà accédé en ouvrant le compte. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème du fait que nous, notre compte est ouvert et cette lettre est, comme on dit, déjà aux oubliettes classées parce qu'elle a eu une suite favorable. Une décision qui ne décourage pas le collectif dans sa détermination à faire la lumière dans cette affaire qui implique le ministre des Finances, Massoudou Hassimi. Nous savions que ça, ce n'est pas sans pression. Et la pression, tout le monde sait d'où ça peut venir. Et il faut seulement que les Nigériens se disent une chose. Ça, nous allions nous constituer encore pour que cela ne se répète plus au Niger, en poursuivant cette banque, pour nous avoir liés à ce que nous ne sommes pas, des blanchisseurs d'argent et des terroristes. Ça, nous allions aller aussi devant les tribunaux pour que ce préjudice que cette banque nous a porté, pour qu'elle puisse réparer cela. Un. Et deuxièmement, ce que les gens craignent, c'est-à-dire que nous réunissions les 20 millions, ça, nous allons continuer à appeler les citoyens nigériens à verser directement leur contribution au niveau de nos organisations, à travers des reçus que nous avions confectionnés. Mais il faut le rappeler qu'il y a eu des télétons dans ce pays. Il y a eu des quêtes. Il y a eu même pour amuser d'autres. On a ouvert des comptes. On a fait des contributions. Ça n'a jamais été traité ainsi. Et on a toujours laissé faire les gens. Ça veut dire ce que ça veut dire. Que Ecobank a été de mauvaise foi dans le traitement de ce dossier. Le collectif des organisations de la société civile appelle la population du Niamey à une grande mobilisation pour la marche citoyenne prévue pour le mercredi 10 mai prochain. Se disent qu'il n'est pas à l'abri. L'atelier organisé par le ministère des Enseignements primaires sur la formation continue à l'intention des acteurs de ce type de formation a pris fin cet après-midi au niveau du complexe Soleil d'Afrique. L'atelier a pris fin sur une note de satisfaction générale exprimée aussi bien par les participants que par le ministre en charge de l'enseignement primaire, le docteur Mamadou Daouda Marté. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Halidou Brema et Asmaou Sedou. Les recommandations soumises à l'appréciation du ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique qu'a pris fin l'atelier d'échange entre les acteurs de la formation initiale et continue. L'atelier d'échange entre les acteurs de la formation initiale et continue recommande à l'intention du ministère réhabiliter et systématiser la signature de l'engagement de tout enseignant contractuel nouvellement recruté à servir en zone rurale pendant au moins 5 ans. Instaurer le système du parrainage et du baptême de promotion sortant des écoles normales afin de valoriser et d'immortaliser l'esprit et les valeurs positives prônées par certaines grandes figures qui ont marqué le système éducatif nigérien.
allouer des moyens conséquents à la formation initiale, en particulier pour les écoles normales n'ayant pas de partenaires. Suivre la mise en œuvre de l'arrêté relatif à la mise en application dans toutes les inspections des outils d'accompagnement pédagogique des rédacteurs, conseils pédagogiques et inspecteurs élaborés par la DEFIC pour compléter les arrêtés 14 et 15 du 17 janvier 2017. Former tous les directeurs d'école sur la nouvelle posture d'accompagnement pédagogique prônée par la DEFIC pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Organiser les visites d'encadrement pour que la visite d'accompagnement du conseil pédagogique se base idéalement sur celle effectuée par le directeur de l'école et celle de l'instructeur sur celle du conseil pédagogique afin d'installer une synergie et une harmonisation des interventions pédagogiques pour la DREP et les écoles normales. Prendre toutes les mesures sincères pour que l'évaluation puisse se tenir dans les conditions idoines. Respecter pour chacune des parties le lieu d'affectation des élèves maîtres en stage tel que planifié. Organiser des formations utiles. Élaborer un cadre logique, cohérent et le partager. Mettre les écoles, les secteurs et les inspections en compétition pour créer l'émulation. Systématiser le test de niveau des élèves à chaque rentrée dans toutes les écoles, y compris l'école normale, telle que préconisée dans la démarche d'initiative qualité. L'atelier tient aussi à faire des motions de remerciement à l'intention des partenaires techniques et financiers, particulièrement la coopération CIFS, qui a contribué à la tenue de cet atelier. Notons enfin que le ministre n'a pas manqué de remercier les participants du dit atelier pour les résultats atteints avant de clôturer la séance. Le réseau des organisations et associations du secteur de la santé du Niger, le RASEN, a tenu aujourd'hui 6 mai une assemblée générale extraordinaire qui avait pour but essentiel de compléter le bureau du dit réseau, mais aussi d'échanger entre donc les membres de ce bureau sur les dernières informations relativement à la vue de ce réseau. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale avec nos reporters Ibrahim Abdou et Abdelrazak Hamidou. Valider les rapports d'activité financière, morale et les plans d'action 2017-2018 ou encore échanger sur les informations essentielles relatives aux contrats avec les partenaires, notamment avec Gavi Alliance pour la promotion de la vaccination et le renforcement du système de santé. Telles sont entre autres les raisons de cette assemblée générale. Le 9 juillet, nous avons fait une AG ordinaire. Et dans le cadre de cette AG, une résolution a été prise par l'Assemblée générale qui nous a demandé de compléter le bureau. Parce que le bureau, quand on a mis ça en place, il faut remplir les conditions des textes fondamentaux, c'est-à-dire les statuts et le règlement intérieur. Nous, au niveau du RASEN, si la structure n'est pas en règle pendant 2 ans, elle n'est ni électeur ni éligible. Donc, dans ces conditions, le huissier qui a conduit les travaux a demandé que le collège électoral soit redimensionné. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de nos structures n'ont pas eu la chance de rentrer dans le bureau. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus faire l'AG extraordinaire pour compléter le bureau en fonction des dispositions qui ont été édictées par l'Assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2016. Néanmoins, quelques soucis à relever, mais aussi l'état de l'apport vivement souhaité. Les problèmes que nous rencontrons, c'est la faible mobilisation des membres et la non quelquefois disponibilité de certains membres et les cotisations ne rentrent pas comme dans les autres structures. Nous, chez nous, au niveau du RASEN, si les gens font 2 ans, la structure ne paie pas ses cotisations, on le suspend, donc il n'a pas le droit à la parole. Donc maintenant, nous sommes en train de faire une disposition spéciale pour permettre aux gens qui n'ont pas pu remplir les obligations statutaires de le faire. Et c'est pour ça que l'Assemblée générale de juillet nous a demandé, en tout cas, de convoquer
une AG extraordinaire et c'est pour obéir non seulement aux dispositions de la loi, mais aussi des dispositions qui ont été édictées par notre ministère, c'est-à-dire le ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire, qui nous a envoyé une correspondance pour nous dire qu'il faudra prendre toutes les dispositions pour être en règle par rapport à la loi et ce que nous sommes en train de faire ce matin. Aujourd'hui, le leadership de l'État est faible. L'État doit prendre ses responsabilités pour pouvoir mettre les gens au pas selon la redevabilité. Parce qu'il y a déjà beaucoup de ressources, mais les ressources sont gaspillées parce que l'État ne suit pas. Et si l'État ne suit pas, on ne peut pas faire un développement. Aujourd'hui au Niger, on est en train de faire un développement pervers. À noter également que cette Assemblée générale extraordinaire a une périodicité de chaque 3 ans et qu'elle est couplée au Conseil national. La première réunion du comité de pilotage de la coalition mondiale contre la peine de mort se tient depuis hier ici à Niamey. Elle prend fin demain, 7 mai. Elle enregistre entre autres la participation de la présidente du bureau de la dite coalition. Le résumé de l'ouverture de cette réunion avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. C'est un prélude à la 60e session de la Commission africaine des droits du peuple qui va se tenir du 8 au 22 mai prochain, que les membres du comité de pilotage de la coalition mondiale contre la peine de mort tiennent à cette première réunion du comité à Niamey. Cette rencontre de Niamey, qui est la première du genre en Afrique subsaharienne, se tient à un moment où des efforts ont été réalisés au niveau de cette partie du continent africain, dans le sens de l'abolition de la peine capitale. À titre d'exemple, au Burkina Faso, l'avant-projet de la nouvelle constitution prévoit l'abolition de la peine de mort dans l'article 5. En Gambie, le tout nouveau ministre de la Justice, Boubacar Tambedou, a déclaré être favorable à l'abolition de la peine de mort. Au niveau de Sao Tomé et Principe, on a ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort le 10 janvier 2017. Cette campagne en faveur de l'abolition de la peine de mort est soutenue par plusieurs institutions au plan national et international. L'ambassade de France au Niger, en qualité de chef de file des partenaires techniques et financiers actifs dans le domaine de la justice et des droits humains, porte une attention particulière aux évolutions en cours dans ces deux domaines et tient aujourd'hui à saluer les remarquables avancées qu'a enregistrées le Niger. En effet, dans le cadre de la politique nationale justice et droits humains, on constate un accroissement de la production législative qui, corrélé à la mise en place de nouvelles juridictions spécialisées et procédures judiciaires, permet un renforcement de la crédibilité, de l'accessibilité et de l'efficacité du système judiciaire nigérien et par conséquent une meilleure protection des droits humains. En ouvrant les travaux de cette réunion, le représentant de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a axé son intervention sur l'incohérence des textes relatifs à la peine de mort au Niger. Au Niger, le droit à la vie est consacré par la Constitution du 25 novembre 2010 en ses articles 11 et 12. Malgré ces dispositions pertinentes de notre loi fondamentale, l'on dénote une incohérence avec plusieurs articles du Code pénal qui traitent de la peine de mort. Certes, le Niger n'a pas aboli la peine de mort, mais même lorsqu'elle est prononcée, elle est commuée en condamnation à vie. Et pour preuve, les derniers cas d'exécution remontent à 1976. Cependant, le risque de voir les exécutions reprendre s'avère élevé au regard du contexte mondial actuel fortement marqué par le terrorisme. N'allons-nous pas alors assister à un retour vers l'exécution de la peine de mort? Présente à cette réunion de Niamey, la présidente de la coalition mondiale contre la peine de mort a rappelé aux participants l'importance de ces assises pour leur organisation. Les travaux de ce comité sont prévus pour durer 2 jours.
Voilà, comme annoncé, la partie magazine consacrée à la sortie médiatique hier de 3 syndicats des agents des finances du Niger relativement à la question de la répartition des ristournes entre eux et les agents des impôts, une question qui les divise depuis quelques années et qui, selon les 3 syndicats, a été définitivement tranchée par une décision du Conseil d'État du Niger, une décision à laquelle donc l'autorité en charge de la question, le ministre en charge de l'économie et des finances refuse, selon les 3 syndicats, d'obtempérer. Ils ont annoncé, en effet, ils sont sortis hier après-midi, hier matin plutôt, pour expliquer à l'opinion la situation. Cela après une série de grèves de 2 jours pendant 2 semaines. Je propose donc de suivre l'intégralité de cette sortie médiatique des responsables des 3 syndicats, du SNAT, du SNAF et du SINAFEN. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Le président de la République a dit, parce qu'il a mis en place ces institutions fortes et démocratiques. Et c'est elles qui ont donné l'arrêt en date de 8 mars. Je l'ai dit aujourd'hui en tant que président de la République, en tant que syndicaliste, malheureusement, il y a un homme fort qui a dit de façon solennelle qu'il n'a rien à voir avec l'arrêt du Conseil d'État, qu'il va le violer et il va voir ce qui va se passer au Niger. Nous disons au président de la République, chef suprême des armées, chef de l'administration, qu'il doit s'occuper de cet homme fort qui est à ses côtés. Parce qu'il remet en cause tous les principes sacro-saints. Et aujourd'hui, nous le disons, parce qu'il s'est hasardé à définir, ou bien à rentrer, ou bien à prendre parti. Lui-même, il l'a dit. Il ne remettra pas en cause des acquis. Ça, il l'a dit effectivement. D'un syndicat. Mais il a dit de par l'action. Il a oublié de dire avant-hier qu'il a dit de par l'action qu'il va entreprendre parce qu'il est amené à faire des réformes. Eh bien aujourd'hui, c'est une action en justice que nous avons, qui nous a permis d'avoir un arrêt. Donc il ne peut pas se cacher derrière son principe personnel pour remettre en cause des institutions républicaines telles que le Conseil d'État. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de choix, nous, à faire entre lui et le Conseil d'État. Nous avons choisi la voie du droit et nous choisirons, Inch'Allah, le Conseil d'État qui a donné son arrêt. Nous ne sommes pas prêts à accepter qu'un ministre de la République remette en cause ou bien viole de façon souveraine et solennelle un arrêt du Conseil d'État. Ça, nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi nous avons tenu de faire ce point de presse-là, de façon médiatique. Il y a eu un arrêt en date de 8 mars, pour ceux qui ne savent pas, qui met fin à toutes ces guerres inutiles. Mais malheureusement, il avait ses objectifs assignés à lui par le président de la République, il l'a dit, rehausser considérablement les recettes publiques et maîtriser la dépense. Après 7 mois, il n'y a rien, il n'y a pas de bilan. Peut-être que c'est stratégique sa manière de nous attaquer en tant que cadre du ministère des Finances et de s'attaquer à l'arrêt du Conseil d'État. Parce qu'aujourd'hui, après 7 mois à la tête du ministère des Finances, il n'a pas de bilan positif. Il n'a qu'à nous montrer où est-ce qu'il a réussi. Les recettes publiques ont-elles augmenté considérablement? Non. Il a dit dans tous les pays du monde, ceux qui sont chargés du recouvrement ont droit à plus que les autres. Et quand il faisait ses visites à l'intérieur des ministères et des régies financières, du ministère des Finances et des régies financières, il avait dit ailleurs, et ce sont ces mots, arrêtez vos combines et vos tricheries pour vous mettre à la disposition et à travailler pour l'État du Niger. Ils ont prévu, je l'ai dit en tant que cadre du Trésor, ils ont prévu de faire 18 milliards la semaine passée. Nous ne sommes qu'à environ 10 seulement. Dans les 10 milliards, c'est un recouvrement spontané. Parce qu'ils ne comprennent pas la portée de la chose, on le met au devant pour nous insulter en tant que cadre du ministère des Finances. Jamais on n'a connu ça. Les gens, les cadres du même ministère, se livrer à ces jeux-là trop bas. Jamais. Nous n'avons pas la boulimie d'argent, nous avons demandé l'application des textes à la matière et de l'arrêt du Conseil d'État. C'est tout ce qu'on a demandé. Aujourd'hui, comme nous avons constaté, nous avons échangé avec les avocats. Et du reste, je vous informe, comme il a la volonté manifeste de violer l'arrêt du Conseil d'État, eh bien, l'article 196 du Code pénal, aujourd'hui du Niger,
dit que pour tentative même de violation d'une décision de justice devenue définitive, il y a des peines d'emprisonnement. Et c'est pourquoi, de façon solennelle, aujourd'hui, nous avons déposé une plainte sur le bureau du procureur de la République contre le sieur ministre des Finances d'actuel, M. Hashim Massaoudou, pour tout ce qu'il a dit sur l'arrêt du Conseil d'État. Il est tellement facile pour un ministre, tellement facile d'appliquer l'arrêt du Conseil d'État et de dire que je suis quitte. C'est lui qui veut m'attaquer, il n'a qu'à aller au Conseil d'État. Mais il pense que c'est difficile pour lui d'appliquer l'arrêt du Conseil d'État parce qu'il est ministre des Finances, il est puissant. C'est un jeu ridicule. On a entendu ce qu'il a dit. C'est ridicule et c'est trop bas. Mais du reste, la justice, nous allons rester et demeurer sur la voie du droit et nous allons voir qui va gagner. Nous avons dit et nous vous informons solennellement que nous avons déposé une plainte contre lui sur le bureau du procureur de la République, contre le ministre des Finances, pour refus d'exécuter une décision de justice devenue définitive. Nous avons déposé notre plainte sur le bureau du procureur. Il faut qu'il soit entendu. Parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Il avait affirmé avant-hier, quand un syndicaliste parmi nous lui a rappelé qu'il s'agit d'un arrêt. Il avait dit qu'en principe, c'est pratiquement à la loi de le suivre. C'est à la loi de s'adapter à lui, ministre des Finances. Ce n'est pas à lui, en tant que ministre des Finances, de s'adapter et de se conformer à ce que l'arrêt a dit. On lui avait rappelé, parce qu'il avait dit que c'est tellement... Il voulait nous mettre en confrontation. Et je vais dire à ceux qui se lèvent la main aujourd'hui pour dire qu'ils ont gagné. Ils n'ont rien gagné. Tout syndicaliste soucieux du devenir de ce pays-là et de son syndicat, parce que lui-même il est syndicaliste, parce que le droit l'a permis, ne peut pas applaudir lorsqu'un ministre dit qu'il va violer l'arrêt pour lui. Il va prendre un nouvel arrêté qui consacre les mêmes discriminations. Nous allons devant le Conseil d'État. Mais il met ses militants à la justice. Il donne pratiquement ses militants à la justice. Parce qu'ils vont toucher ces ristournes-là. De façon irresponsable, nous allons attaquer un autre nouvel arrêté qu'il aura prendre. Un autre arrêt va sortir pour dire que la Cour ne va pas se dédier dans tous les cas. Et qu'il est nul. Ça veut dire qu'entre les deux arrêts, ses camarades seront obligés de payer. Je pense que eux-mêmes, ou bien les gens qui pensent, ou les camarades qui pensent que c'est à leur faveur, ils doivent sortir pour dire au ministre non. Nous sommes désolés. Tu es obligé, et vous êtes obligé en tant que ministre de la République, de respecter l'arrêt. Il ne faut pas nous créer des problèmes. À côté de ces ministres, il y avait certains ministres tels que le ministre des Finances actuel. Devant eux, ils ont dit et ils ont martelé qu'ils sont partis devant une institution judiciaire et républicaine qui a donné son avis sur l'évaluation. Et elle a dit que l'évaluation est valable pour le ministre de l'Éducation. Il n'a qu'à faire son évaluation. Et le ministre a brandi l'avis du Conseil d'État en ce moment, qui lui a donné raison dans sa logique, et il va évaluer les enseignants contractuels du Niger. Nous aujourd'hui devant la presse, malgré l'avis de 2015, nous disons à la presse de bien filmer l'arrêt du Conseil d'État qui est là. Ça c'est un arrêt. Voilà l'arrêt du Conseil d'État. Nous sommes trois ici, trois requérants. SNAT, SINATEF. L'arrêt qui est le dernier recours en matière administrative, qui ne peut pas être commenté, qui est en voie d'être violé aisément par le ministre Hashim Massaoudou aujourd'hui. L'arrêt est là. Et c'est cet arrêt-là qu'il dit il n'a aucun problème de conscience. Il va aisément et de façon irréfragable, il va le violer. Qu'il ne va pas le commenter. Il a dit qu'il ne va pas le commenter, mais il va mieux. Il va le violer. Parce qu'il va juste prendre un arrêté, il va changer le numéro. Ça veut dire que cet arrêt, aux yeux et aux yeux de tout le monde aujourd'hui, pour Hashim Massaoudou, l'arrêt là n'a aucune importance.
parce qu'il est actuellement ministre des Finances. Il va le violer dans son esprit et rien ne va se passer au Niger. Parce que c'est son histoire. Quand il nous a dit que c'est même malsain, que des camarades du ministère des Finances veulent tout simplement prendre ce qui appartient à d'autres, on lui a dit que vous voulez tout simplement nous mettre en confrontation. Il ne s'agit pas de ça. Nous n'avons pas, comme je l'ai dit dans notre introduction, nous ne sommes pas attirés par l'argent. Nous voyons l'argent, nous. Le ministère des Finances mandate, nous payons. Si on devrait prendre l'argent, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les cadres du ministère des Finances et du Trésor seraient en prison pour détournement des deniers publics. Non, parce que nous avons étudié l'orthodoxie en matière financière et comptable. Nous avons une moralité. Nous avons déjà des responsables syndicaux qui ont tenu des postes de responsabilité. Leur moralité, elle est bonne. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire que nous connaissons, de par la manipulation que nous faisons, chaque jour de l'argent, nous connaissons parce que nous le voyons. Mais comme ça ne nous appartient pas, nous sommes liés, nous n'avons pas pris un franc. Nous cherchons tout simplement un traitement égalitaire. Et c'est un ministre de la République qui a demandé l'avis du Conseil d'État. Voilà l'avis. C'est le ministre Gilles Bayé qui représente l'État du Niger qui a demandé au Conseil d'État en 2015 « Donnez-moi la vraie interprétation de cette loi 2003-01 qui me cause problème au ministère des Finances. » Le Conseil d'État a donné son avis, le voilà, depuis 2015. Quand on lui a rappelé que c'est un ministre de la République, il a dit que c'est une erreur pour le Gilles Bayé. Il a dit que le ministre Gilles Bayé a commis une erreur d'aller devant le Conseil d'État. Et voilà la brèche qu'il ouvre pour que certains camarades du ministère des Finances, et je ne vous demande pas, je vous demande tout simplement la responsabilité. Ce pays, il nous appartient à nous tous. Si lui, il se met aussi bas pour que nous autres, enfants de demain, parce que quoi qu'on dise, personne ne lui a dit que parmi nous, certains ne seront pas ministres demain. Vous avez le droit de prendre la décision qui vous revient en tant que syndicat, mais je peux vous donner quand même un conseil. Le conseil que je vous donne, cette affaire de Roustone a duré plus d'une décennie et que pour un mois, puisque votre ministre est absent, vous pouvez faire des concessions. Et que je suis sûr que votre ministre, c'est un homme de droit et de respect. Moi, je vous dis, voilà le mot de l'avocat. Il dit dans sa vie, il a eu à la justice à annuler 3 arrêtés du ministre des Finances actuel à soumis. Et que dans tous les cas, il avait obtempéré. Et de nous dire, calmez-vous, Inch'Allah, dès que votre ministre va rentrer, il va régler cette affaire. Voyez-vous comment tout le monde s'est trompé sur lui. Tout le monde. Il a trompé tout le monde. Il a montré son vrai visage. Et quand peut-être le président de la République a nommé à la tête du ministère des Finances, c'est parce qu'on avait cru à lui. Il est droit, il est bosseur, il peut travailler dans l'intérêt de la nation. Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte que le ministère des Finances est tombé trop bas et que sa mission n'est pas de rendre service au président de la République, n'est pas de travailler au bonheur du peuple nigérien. Sa mission est tout simplement de vouloir casser les syndicats. Telle est sa mission. Alors, ça c'est une dérive. C'est une dérive. Un homme placé à la tête d'un ministère aussi important que le ministère des Finances pour mettre en place les réformes. Pour mettre en place les réformes, il fait autre chose à la place de la mise en place de ces réformes. Peut-être qu'il a échoué à mettre en place ces réformes et qu'il veut faire la diversion en voulant créer la zizanie au sein du ministère des Finances, en voulant créer des problèmes entre les syndicats. C'est ça sa mission. Nous disons que si c'est sa mission, il n'a qu'à quitter le ministère des Finances et que le président de la République prenne sa responsabilité et nomme un homme à la place qu'il faut. L'heure est au resserrement de nos efforts. L'heure est aujourd'hui très grave de telle sorte que nous nous posons la question si nous sommes dans un état de droit. Un état de droit veut qu'on respecte les institutions de la République.
L'article 137 de la Constitution était clair. Le Conseil d'État est un organe constitutionnel. Alors si lui, le ministre des Finances, Hassoumi Massaoudi, se permet de violer la Constitution, parce que violer l'arrêt rendu par le Conseil d'État, c'est violer la Constitution. Alors quand un ministre viole la Constitution, normalement, dans la bonne marche des choses, il doit être déchu. On doit aujourd'hui débarquer le ministre Hassoumi Massaoudi du ministère des Finances, carrément. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, tu essaies de tailler la branche sur laquelle tu es assis. Toi-même. Alors, je vois que la conduite à tenir est à part et ce que les hommes font est à part. Si parce que quelques individus sont en train de vous faire du chantage, pour plaire à leur chantage, vous êtes obligé de violer la loi. Pour plaire à quelques individus, vous violez la loi. Parce que l'arrêt du Conseil d'État est considéré comme une loi. Du moment où c'est un organe constitutionnel qui l'a rendu. C'est une loi de la République. Alors un ministre de la République viole la Constitution. Et tout le monde s'éteint. Et il dit à qui veut l'entendre que lui, il ne veut pas appliquer la décision du Conseil d'État. Il dit que ça, c'est son problème. Alors, c'est notre problème, monsieur le ministre. C'est notre problème. Nous n'avons rien contre ce que les gens ont, mais il faut que les gens là puissent l'avoir dans la légalité. Les gens parlent du droit acquis. Mais, bon sang, comment tu peux avoir un droit acquis sur l'illégalité? Comment ça peut se faire? Le camarade l'avait dit. S'il faut corriger, c'est de l'autre côté qu'il faut corriger. Il vient nous faire une proposition, soit disant allez regarder d'autres. Non, s'il vous plaît, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il nous a donné pour qu'il nous prouve qu'il serait dans ce qu'il nous avait dit? Qu'est-ce qu'on va chercher? On ne va rien chercher. C'est de la diversion qu'il est en train de faire. Alors il faut qu'il arrête.